Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde se porte bien en ces temps troublés. Pardon. Les deux, mon général. Oui, les deux. Je vais attendre quelques instants, le temps d'avoir un retour sur la qualité de l'audio et de la vidéo. Et on va attaquer cette émission. Pour l'instant, je vois personne dans le chat. Ah, Et c'est le concept, hein, c'est quand on fait un petit live surprise. T'as diffusé le lien ou pas, Samy? pardon? T'as diffusé le lien du live? Ouais, enfin vite fait. Ouais. En fait, je l'ai pas marketé le live. Je voulais le donner tout de suite en fin de journée. Ah ben voilà. Bonsoir. C'est un live intimiste. Mais là, on est entre nous. C'est un live ASMR. En fait, conditions exceptionnelles, horaire exceptionnel. Là, j'ai pas pu. Invité exceptionnel. Pardon? À condition exceptionnelle, invité exceptionnel. Invité exceptionnel aussi. Ali, je me suis permis de t'inviter et je n'ai pas préparé l'émission car tu es un ami, donc je compte sur ta capacité à nous amener des sujets intéressants pour m'aider à remplir cette émission. Je propose qu'on démarre avec une revue de marché. On va éviter tous les sujets. C'est vraiment nécessaire. Marché va pas bien. Hein. Ok. Non, mais là, en plus, on sera peut-être en live pendant l'Opening US, qui risque d'être un bon bloodbath quand même. Écoute, moi, je me faisais une réflexion, tu vois. Et souvent, on montre les marchés du doigt, mais finalement, les marchés, ils sont pas si méchants. Visiblement, ils n'aiment pas la guerre. Hein. Donc, tu vois, comme quoi, ils ont une part d'humanité, ces marchés. Hein, quand ils saignent. Ah bon, va dire ça à Palantir, s'ils n'aiment pas la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là? Au financement. Palantir, c'est la boîte de data de Peter Thiel, c'est ça, non? Enfin, non Ouais, c'est data un peu dur quand même. la data. Ouais. La data dure, je connais. Non, mais c'est clair que les marchés, ils n'aiment pas l'incertitude. C'est aussi con que ça. C'est quelle qu'elle soit finalement. Les élections, ça perturbe les marchés. Les guerres, ça perturbe les marchés. C'est plus ça. Après, si tu regardes l'indice, il est quand même baissier. Hein, donc, je veux dire, c'est quand même. Non, mais je suppose que Palantir baisse aussi. De toute façon, c'est là, tout le monde prend du cash. Mais ce que je veux dire, c'est que la guerre, d'un point de vue financier, elle bénéficie quand même une grande partie de la finance potentiellement. Chaque guerre a bénéficié aussi à une partie. Ceux qui l'ont gagné. Potentiellement, oui. Et surtout à Lockheed Martin et à d'autres boîtes comme Raytheon, etc., qui vont du. la guerre bénéficie à 2-3 connards, mais globalement. Globalement, oui. Comment dire? Et là, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans une société où globalement personne veut la guerre. Autant il y a 70 ans, il y avait quand même des grosses velléités. C'est-à-dire que les gens, les États voulaient quand même, les populations voulaient que les États se tapent dessus. Là, je connais personne. Question de ça, tu y étais, toi? De quoi? Non, mais un agriculteur qui se reçoit un obus sur la tronche, il l'a rarement demandé. Hein. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a quand même des traces d'une volonté de conflit, de bataille, quoi. Il y a un moment où tu avais différentes narratives aussi. Tu avais les concepts de croisade. Tu avais en fait une. Par contre, tu avais des anti-guerres. Hein. Ça, y en a, surtout la seconde, pour le coup, il y a quand même beaucoup déjà de pacifistes et de gens qui ne voulaient pas revivre celle d'avant. Mais là, j'ai pas l'impression que Enfin, toi, peut-être Samy qui connaît un peu mieux la Russie, j'ai pas l'impression que. Il connaît bien la guerre. J'ai vécu en Russie et j'étais en Ukraine plusieurs reprises. La dernière fois, c'était il y a 6 semaines pour le jour de l'an. Bon, il y a un truc assez curieux, c'est que quand je visite un pays pour le jour de l'an, il se fait envahir quelques mois après. C'était le cas de l'Arménie aussi il y a un an. C'est navrant. Et en fait, en collectant des retours des amis que j'avais qui étaient basés là-bas, qui sont basés là-bas toujours, il était inconcevable que Poutine engage une opération à l'échelle du pays complet. Alors moi, je ne suis pas expert en géopolitique, etc. Et le sentiment était le même côté russe, en fait, l'été dernier, en fin d'année, etc. Pour eux, il y avait juste ces zones contestées, là, Donetsk, Luhansk, Mariupol, etc., qui pouvaient faire l'objet d'une éventuelle annexion, parce que de toute façon, c'était déjà des sortes d'oblasts, de cités-États semi-autonomes, un peu, enfin, mal reconnus par un côté ou l'autre. Et il s'avère que Poutine est allé plus loin dans sa démarche d'annexion et a bombardé toutes les infrastructures militaires ce matin, je crois. Et ça a laissé tout le monde très, très surpris. Moi aussi, et je trouve que c'est navrant, en fait, parce que
Après, bon, je vais pas, je veux pas trop Non, non, bien approfondir. sûr, mais attends, moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Donc là, évidemment, l'actualité, bon, c'est l'Ukraine qui se fait attaquer par la Russie, mais l'Arménie, il l'avait vu venir aussi ou pas? Ou c'était pareil, ça faisait, il y a là, hop, Alors là, on va on va boire des coups dans le les sujet restos. n'était pas sur la table. Je crois que le dernier conflit en Arménie avant le récent clash avec l'Azerbaïdjan, c'était la guerre en 94, dont l'issue était encore discutable, mais l'Arménie avait, je pense, un meilleur résultat stratégique, un meilleur score de guerre en termes de pertes. Et ça avait laissé, il y avait eu, je crois, une refragmentation, un reshaping des frontières. Il y avait des zones comme le Karabakh, etc., qui étaient un peu contestées, etc. Le conflit était un peu dormant pendant 25 ans, mais ce n'était pas du tout l'objet des discussions dans les tavernes, loin de là. Alors là, non, rien du tout. Ça a Mais surgi écoute, nulle part. Ouais. ben, la moralité, c'est qu'on souvent on le voit pas venir. Moi, ça me fait l'effet, tu sais, d'une baisse de marché sur Twitter où chacun te dit, t'inquiète, ça va bien se passer, hodl. Tu vois, bon, mais la guerre, c'est pareil. Elle est là, t'as des militaires et t'as des troupes aux frontières et tout le monde te dit, mais non, les mecs, allez-y tranquille. Bah, en fait, c'est comme Faut- dans une game de faut- Civilization 4. L'IA, elle met des troupes à ta frontière et elle dit je vais pas t'attaquer. L'analogie est un peu. C'est terrible. C'est Mais quand terrible. quelqu'un te dit, ça va bien se passer, à mon avis, c'est, voilà, bon, tout le monde veut s'en persuader, c'est normal, hein, je comprends. Mais donc, moralité, et pour faire le lien avec les cryptos, donc moi, ce que j'ai observé, c'est que, bon, non seulement on le voit pas venir, donc, un matin, on se lève, il pleut des obus, la météo est mauvaise, et là, on regarde, donc ça, c'est l'ennemi qui t'envoie des mauvaises ondes, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que en interne, par contre, tu as ton banquier central qui dit, bon, maintenant, évidemment, je pense que le réflexe moyen, c'est, tu l'avais pas vu C'est terrible. venir, tu J'ai étais des en amis en train de Russie voir, qui m'ont écrit. Ouais, pardon, je t'ai interrompu, désolé. Excuse-moi. Moralité, t'avais rien vu venir, tu étais en train de boire des coups avec ton ami Samy qui était venu te rejoindre pour le premier de l'an, tout se passait bien. Là, tu te rends compte qu'il pleut des obus, du coup, qu'est-ce que tu te dis? Bon, c'est la merde, je retire tout mon cash et je me barre. Et là, ton banquier central, quand même, te coupe l'accès à tes vivres. Donc ça, c'est, voilà, c'est quand même, on a malheureusement un exemple de l'utilité de Bitcoin. Ouais, et d'ailleurs, là, je voyais sur Twitter, il y avait un peu cette inquiétude que Bitcoin devienne trop politique, quoi. C'est vrai que si la Il a Russie, toujours été. non mais trop politique, trop politisé entre guillemets, récupéré politiquement par les États, ce qui serait différent. Si la Russie se fait virer de SWIFT et qu'elle contourne tout via Bitcoin, si en gros les Ricains ont une nouvelle politique de dire Bitcoin c'est un truc pro-russe, donc utilisez plus Bitcoin, ça peut quand même être un gros impact. Ouais, ça pue la merde ce scénario. J'avais juste une autre info. Apparemment, bah, les ATM, là, les distributeurs de cash ne fonctionnent plus dans beaucoup d'endroits où on ne cesse de fonctionner. C'est pareil en Russie. Les gens ne peuvent plus sortir leur argent des banques commerciales comme, je sais pas, VTB, etc. Et le taux maintenant pour acheter des euros avec ces roubles, celui que vous voyez sur le Forex, les FX, etc., il est totalement faux. Dans la rue, le street rate, il a un premium de malade. En ce moment, on m'a dit c'est 115 roubles par euro. Je pense que normalement, ça doit être 100 roubles. Il y a un truc assez fou. Les gens sont en train de commander des cartes MIR parce que il y a un autre provider national dans les pays SCIS, Russie, etc., qui est une sorte d'analogue, enfin voilà, qui fonctionne comme Mastercard et Visa, qui s'appelle MIR, parce qu'ils pensent que dans le cadre des sanctions élargies de Ils vont se l'Ouest, ouais, ces providers-là ne fonctionneront plus. Et il y a pas mal de vols de lignes commerciales vers la Russie qui sont interrompus jusqu'à que la situation se tasse un peu. Mais clairement, ça pue des deux côtés. Parce que d'un autre côté, tu es ukrainien, tu te fais annexer et tu n'as rien demandé. Voilà, on viole la souveraineté de ton pays et de ton pays. Et puis voilà, quoi. Et puis de l'autre côté, pour ce qui en est des Russes, quoi. Non, mais Bah, t'as ton économie qui est voilà, t'as la valeur de ta devise nationale qui va forcément melt, tu vas te prendre ouais, des sanctions. après, la différence de la Russie, c'est que son voisin, c'est la Chine, quoi. Donc, la Chine comme partenaire, actuellement, c'est quand même un gros partenaire commercial qui a plutôt les reins solides, même si la Chine a aussi ses problèmes, on va dire. C'est le bloc, entre guillemets, Russie-Chine, il est plus costaud qu'il y a quelques années, pour le coup. Enfin, et là, Taïwan, ça leur pend au nez. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de l'ambassade de Chine en France, mais il est plutôt clair. Attendez, je vous l'envoie. Ben oui, partage-nous, partage-nous. Là, il est plutôt solide, quoi. Ça a la tronche d'un spoiler.
Si tout le monde, en fait, exécute ses réclamations, tu vas avoir la Corée du Nord qui va reprendre la Corée, qui va tenter de reprendre la Corée du Sud. Ça va être. Je C'est t'ai envoyé, terrible. je t'ai envoyé le tweet, Samy. Il est Ouais. quand même, Ouais. on est sur une clarté limpide, quoi. Alors, je le diffuse un petit instant. Et puis c'est pas un tiers sombre ou une fake news, quoi. C'est l'ambassade de Chine, quoi. Alors, je suis dessus un petit instant. Voilà. Voilà, je l'ai affiché. Voilà. Et bon, c'est quand même le redire aujourd'hui, c'est quand même un peu spécial. Sachant que les Chinois se cachent pas sur le fait qu'ils souhaitent la réunification avec Taïwan avant 2040 ou 2060. Je sais plus le plan chinois, quel est le plan long terme, quelle est la fin. Je mute. Moi, j'avais lu un tweet, tu vois, qui disait que, à la différence, quand il y a eu la crise Covid de mars 2020, où finalement, tu avais l'or et les cryptos, donc Bitcoin, on va dire, qui est l'indicateur, qui avaient décroché tous les deux en même temps. Là, dans ce contexte de crise, on va dire de guerre, et ben, l'or a augmenté alors que le Bitcoin a décroché. Donc, il y a des corrélations entre l'or et Bitcoin, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Où l'or sert vraiment de valeur refuge. Parce qu'on n'est pas encore sur un crash aussi violent que la dernière fois. Il n'y a pas encore le crack. Hein. Il y a les vis, mais il n'y a pas le crack là, pour l'instant. Le Covid, c'était un vrai crack. Qu'est-ce que c'est un crack pour toi, mon cher Adli? C'est quand c'est plus violent que ça. Là, c'est pas encore assez violent pour être un crack, à mon sens. Okay. C'est vrai que c'est assez soft. Hein, c'est vrai que c'est assez soft. Hein. On a connu de pires jours dans la crypto et je pense que dans les marchés classiques, c'est pas. Dans la crypto, on a par rapport à la TH, on a bien corrigé quand même. Ah oui, mais si on oui, prend on a la connu TH. plus, de toute façon. Solana est à $80, hein. Prenons du recul, hein, il y a un an. Oui. Mais si on prend, en gros, si tu prends la crise Covid, attends, je suis en train de le faire de mon côté là. Si tu prends le crash Covid, tu as les marchés qui font. Attends, putain, ça met l'étiquette pile à l'endroit, bien sûr. Ça fait à peu près moins 33% de ce que je vois, quelque chose comme ça. Dans les commentaires, un crack, c'est moins 50 en une journée. Donc là, c'est effectivement, on peut parler d'un crack. Donc voilà, en crise Covid, ça a fait moins 30 dans la journée, enfin plus de moins 30 en 4 semaines. Et là, t'as regardé en H4 ? Et là, sur les 4 semaines, on est à moins 13% hein, sur le S&P, par exemple. Hein. Donc, on a fait même pas un tiers du crack Covid pour l'instant, sur la même période. Attends, t'as dit combien sur le S&P 500 ? Le crack Covid, ça a fait moins de moins 30%. Enfin, plus de moins 30%. Ah, wow. Ok. Là, je parle des marchés classiques, hein, je parle pas des oui. Et là, on est même pas, on est à 13% depuis 5-6 semaines, alors que le conflit il est là depuis 5-6 semaines. Hein. L'inquiétude est là, comme l'inquiétude du Covid était là. Attention avec les soldes, les amis. Enfin, ça peut aller plus bas. Si vous avez une stratégie de DCA et vous voulez vous exposer aux cryptos sur plusieurs années, peut-être que, voilà, je ne vous apprends rien, tout va bien se passer, mais bon, il y a pas mal d'indicateurs pourris pour les prochaines semaines et les prochains mois quand même. Je suis pas trop optimiste. Et puis on peut. Après, Samy, le dicton dit acheter au son des canons. Hein. Et vendre au son des clairons, peut-être. Ou acheter quand il y a du sang dans les rues, y compris si c'est le vôtre. Hein. Je crois que c'est le. Mais il faut du courage pour faire ça. Bien sûr. Et des vivres. Comment ? Et des vivres. Parce qu'en fait, moi, ça fait rire tout le monde qui dit buy the dip tout le temps, mais pour buy the dip, il faut du cash en stock. Quand tu t'es fait liquider, effectivement. Non, mais combien de personnes ont, dans tous les buy the dip, combien de personnes ont vraiment du cash? Parce que tu vois ce que je veux dire de pouvoir buy the dip, ça te demande un money management où tu es quand même hyper rigoureux sur le fait que tu as toujours un peu de cash, que tu sors dès que c'est en surchauffe, nani, nani. Ce que, dans ma connaissance de la crypto, je connais pas énormément de gens qui pratiquent ça, quoi. Oui, c'est vrai. Bon. Il me reste 10 €, je fais buy the dip. mais c'est pas mal, c'est un bon début.
En dehors des tournures un peu comiques là, enfin, voilà, la discussion qui est un peu fun qu'on a, c'est vrai que c'est terrible ce qui se passe et on doit être reconnaissant, hein. Je sais qu'en France aussi, il y a d'autres préoccupations politiques. Il y a eu pas mal de, d'ambiance sur les réseaux sociaux, mais finalement, si on relativise un peu, on est plutôt chanceux. C'est, 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 Ah oui, oui. ouais, ouais. Bah, entre guillemets, on se plaint comme Jaja, mais depuis le début de la crise Covid, on n'est pas trop mal par rapport à beaucoup d'endroits dans le monde, quand même, hein. Ouais. Ouais, Tout ça. justement, bah, Et on n'est pas trop mal par rapport à beaucoup d'autres secteurs en étant dans les cryptos. c'est vrai Oui, qu'il y a dans la des crypto, remises oui. intéressantes dans la crypto. C'est vrai, ouais. 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 Et, euh, et du coup, est-ce que vous avez changé quelque chose que ce soit par rapport à cette crise ou pas? Ou la stratégie reste la même? La stratégie reste la même. Bon, bah, de toute Toi, je façon, sais, Samy. faut être là pour le long run, hein. Non, parce que moi, j'étais curieux, donc comme toujours, hein, tu sais, Ali, moi, j'étais curieux sur tes stratégies à toi, personnelles, tu vois, Non, en mais moi, dehors de la crypto. la majeure partie, c'est dans des trucs vestés, plus long terme, en fait. Je trouve que c'est une bonne manière de protéger son capital, c'est d'investir sur des tout petites valos où tu es vesté. Comme ça, tu peux pas faire de pépins. Tu peux pas y avoir de pépins, quoi. Et donc, quelles sont tes pépitas, toi? Est-ce que tu nous name drop quelques petites pépites, hein, enfin, quelques trucs que tu suis, Moi, ou ton Vietnam, hein? non, mais non, mais je te dis, c'est des Le trucs temps qui sont nu. pas, c'est des Pardon. trucs qui sont pas forcément listés. Par exemple, je travaille pas mal avec Kibo, qui est un protocole d'options décentralisé qui va sortir sur Polygon. Le but, c'est de faire un Deribit décentralisé, quoi. On a beaucoup bossé sur les tokenomics parce qu'il y a une grosse problématique pour Ah, les options. Bah, pour les options, le problème, c'est qu'en fait, ton collatéral, il est volatile. Parce que tu peux pas te hedger à 100%. Donc, en étant le protocole d'option. Donc, tu es obligé, tu peux pas trop faire de lended liquidity comme tous les autres projets habituels, parce que sinon, le mec pourrait avoir moins quand il revient. Et ça, c'est assez problématique quand il veut retirer. C'est Donc, il la faut. même tendance, les options. Il y a eu Psy Options qui a Ouais, lancé ouais, ça. mais là, ce protocole-là prend pas mal son temps, parce que le but, c'est de sortir un produit qui soit vraiment opti-opti. Et puis, le time to market, hein, faudrait pas qu'il sorte maintenant, ce serait dommage. Ouais, il y a le temps, il y a le temps. Il faut prendre le temps, là. Je pense que c'est le moment, là, les Le amis. temps, le temps. Il faut prendre le temps. on va en prendre du temps, hein. Non, non, mais après moi franchement, je suis plutôt sur une thèse bullish en cas de récession, hein, sur les cryptos, hein. Je Ah ouais, pense moi, que, je je pense pense qu'en pas en la- fait, Ouais, on pardon. ne peut pas savoir où se situent les cryptos pour l'instant en termes de corrélation parce que le marché est hyper jeune et il est en phase d'innovation. Donc forcément, qui va forcément exponentiel, entre guillemets. Et donc, comme c'était des années où les stocks ont connu une grosse de malade, ben forcément, c'est corrélé aux stocks. Mais je pense que ça aurait été une année où ça aurait été l'or Mais, qui aurait connu une croissance de malade, ça aurait été pareil. Les cryptos sont au début de leur croissance. Donc en fait, forcément, fondamentalement, c'est bullish. Mais ceux qui spéculent et qui font du short term, bien sûr qu'ils vont trader une news comme la guerre et essayer de shorter, vendre des assets. Et ils vont vendre des assets sur les marchés, je pense, traditionnels, les stocks, etc. Et ils ont toujours, en fait, dans leur panier d'exposition, des assets qui sont plus à risque et ils vont aussi sortir de leur position sur ces derniers. Et moi, vu qu'on parle de... je posais plus la question sur si on rentre en dépression, quoi, en économie de récession, comme on l'a pu le connaître dans les années 2000. Quand on est dans une économie de récession, l'or, il monte. Mais les stocks, elles stagnent ou elles augmentent un petit peu. Et en gros, pour l'instant, Bitcoin n'a pas connu une période comme ça. Bitcoin n'a pas connu une période où l'or monte sur le long terme, où les économies sont en récession totale, etc. Parce que le Covid, ça a fait 1 an, mais du coup, après, tous les chiffres ont été pumpés l'année d'après parce qu'il y a eu une libération. Donc, il y a un truc un peu trompeur, quoi. C'est pas une vraie récession. Donc, comment Bitcoin va se comporter sur une récession long terme, ça, et les cryptos, hein, mais en général, mais je prends Bitcoin comme exemple, parce que c'est comme lui un peu plus l'or numérique. La question peut se poser, parce que pour l'instant, tel qu'on le voit là depuis les 2 dernières années, ça a pris c'est devenu la queue du risque, les cryptos. C'est-à-dire que tu as les bons à maturité courte, longue, etc. La dette senior, le marché du PE, les stocks et les cryptos, tu vois, BTC et les cryptos.
Et en gros, c'est devenu le truc le plus risqué qui peut faire le plus de return. Ça, c'est clair et net sur le marché. Donc, c'est logique que les capitaux les plus risqués sont allés voir là-bas. Et on est dans une période où les gens mettaient beaucoup de capitaux à risque. Après, ça ne veut pas dire que la thèse de réserve de valeur, elle disparaît non plus. Mais pour moi, elle n'a jamais été aussi forte. En cas de récession, la neutralité est plutôt bonne de Bitcoin. Donc, et sa divisibilité, etc., etc. Donc, franchement, c'est une bonne. On peut pas savoir ce qui va se passer. Mais si on arrive sur 10 ans de récession, ce qui n'est pas impossible non plus, même si moi j'étais plutôt. T'es toujours génial avec tes prophéties. Là c'est non, mais. Non, si, là il y a un méga si, hein, c'est même pas une prophétie. Mais c'est pas impossible parce que il y a pas mal de cycles de 10 ans sur les stocks américaines et qu'on est plutôt au top du cycle. On va voir ce que ça a donné, mais c'est possible que ce soit plutôt bénéfique aussi pour les cryptos. À voir ce que ça va donner. Même si moi je pense que moi, à titre. Ça peut remettre de l'opium dans l'économie. Hein. Là déjà, on va voir s'ils vont monter les taux avec les news qu'il y a eu, quoi. Pourquoi ils voudraient monter les taux? Ça serait étonnant, non? En général, les banques centrales ont des politiques expansionnistes justement avec la guerre. Hein. C'est-à-dire que je me demande d'ailleurs si c'est pas la création des banques centrales, si c'est pas aux alentours de 1912 avec l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Enfin, je sais que la guerre est un des moteurs de l'inflation souvent. Alors dans quel sens après entre la poule et l'œuf, je sais pas, mais souvent ça va de pair. Mais moi, tu vois, la proposition de valeur de Bitcoin et des cryptos, j'ai jamais trouvé aussi pertinente. C'est-à-dire que c'est comme avec la crise Covid de mars 2020. Au bout d'un moment, tu as une crise, on va dire un indice de peur qui augmente et les gens se réfugient vers ce qui est le plus liquide, à savoir le cash. Donc je pense que c'est évidemment en temps de crise extrême, l'actif le plus recherché, c'est le cash parce qu'il est liquide. Mais le problème, c'est que le cash, les banques le coupent et ils perdent de sa valeur. Voilà, le cash, les banques le coupent. Mais après, c'est normal, tu vois, par exemple, avec une crise Covid, de vendre des actions, je sais pas moi, de transporteurs aériens. Si tu si t'as tous les pays qui imposent des lockdowns, bon, ben, le milieu de la restauration, le milieu de l'aviation, tout ça, ça va chuter. Alors que je vois pas à quel moment, tu vois, par exemple, Covid a impacté les crypto-monnaies. Idem avec la guerre. La guerre, en fait, elle impacte très fortement le marché monétaire avec des contrôles de change, des choses comme ça. Mais la proposition de valeur de Bitcoin, elle n'a jamais été aussi forte. C'est-à-dire que ça permet de résister à la saisie des capitaux, donc par exemple, si tu es taïwanais, je veux dire, regarder ton capital dans ta banque locale, c'est chaud, tu vois. Je veux dire, moi, je préférerais avoir mes capitaux en crypto que sous l'égide d'une corporation qui va bientôt se faire annexer. Et donc voilà, donc à court terme, je pense qu'il y a une panique et donc évidemment, chacun a tendance à vendre pour se réfugier dans l'actif le plus liquide, à savoir le dollar, enfin, ou la monnaie locale qui permet d'acheter énormément de choses. Et c'est vrai que si tu as tous tes actifs en crypto-monnaie, ça te permet pas facilement de manger, te payer ton loyer. En fait, tout ce qui permet de payer les dépenses de survie, c'est évidemment le cash. Donc ça, je comprends, tu vois. Mais après, s'il s'agit, par exemple, de se déplacer son capital dans l'espace, hein, ce qui est quand même en cas de guerre, le meilleur move, si tu regardes, souvent c'est c'est de bouger. Ouais, c'est de fuir, c'est de bouger. À l'échelle d'un individu, hein, après. Et la meilleure façon de bouger du capital sans te prendre un contrôle de change débile, de par un état gourmand, c'est les cryptos. Donc pour moi, la proposition de valeur des cryptos, elle n'a jamais été aussi pertinente. Tu vas le retrouver, donc tu vois là, la Banque centrale ukrainienne qui met des retraits de capitaux. Si tu prends le Canada, je veux dire, avec voilà, un Trudeau qui a des velléités de dictateur, hein, c'est-à-dire qui supporte pas quand l'opposition manifeste son désaccord, qui veut saisir les comptes des chauffeurs de camions. Enfin, moi, je trouve que la proposition de valeur des cryptos n'a jamais été aussi aussi percutante. Ça a toujours été comme ça, mais là, je trouve que c'est vraiment flagrant. Donc, je comprends pas pourquoi les gens n'iraient pas vers les cryptos. Le ministre de la Défense de Taïwan dit qu'il y a 9 avions chinois qui viennent d'entrer sur son aire de son territoire. Pour livrer, c'est des livreurs c'est pas Uber. possible, c'est du FUD. Et puis quoi, il y a l'Allemagne qui va annexer l'Autriche aussi demain? Non, mais les gars, c'est pas possible. Tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît? On va le tweet. Après, c'est Delta One, hein, c'est la classique.
Tu avais ouvert des comptes en Russie? Oui, j'ai pas vendu mes roubles, je me suis fait ouvrir. Tu t'es fait roublir. Alors. Ah, et c'est le moment d'acheter du charbon apparemment aussi. Le ministre de l'économie. Oui, voilà, mais tu vois, par exemple, si tu prends le cas de la guerre, en fait, ok, tu as un phénomène de vente instantané qui est compréhensible et qui va être généralisé parce que c'est le cash. Mais après, si tu veux des économies impactées, c'est clairement l'énergie. L'énergie, je comprends, tu vois ce que je veux dire. Et donc les marchés qui sont tributaires d'une grosse consommation énergétique, pourquoi pas l'automobile, vont sans doute dérouiller. Euh, ça, je le comprends mieux. Je comprends mieux la logique. Tu vois, par contre, une baisse du marché des cryptos, je comprends pas la logique. En ce moment, l'Italie veut annexer Monaco, ils vont attaquer. J'ai vu ça dans tout le monde. Bien sûr. Bon, le truc de Delta One, je vais pas le partager parce qu'il n'y a aucune source. La source, c'est source. J'ai cherché sur Google Actu, j'ai rien trouvé. C'est Delta One. Voilà. Non, là, c'est juste pour se tirer de l'engagement. C'est pas, je pense pas que ce soit quali. Mais c'est vrai qu'en fait, ça te fait une jurisprudence. En fait, si on tape dessus parce que tu tentes une récupération d'un territoire avec, voilà, qui a éventuellement un lien historique avec ton pays, tu peux utiliser le cas de oui, mais la Russie, là. Mais ça change rien, en fait. C'est même pas un bon casus belli parce qu'à la fin, tu auras toujours les sanctions. Mais bon, est-ce que tu as envie de mettre des sanctions sur la Chine? Ça peut un peu compromettre nos économies. La Russie, ça va. Le problème avec Taïwan, c'est que les Américains sont tenus à Taïwan par un vieux traité de les protéger s'il y a une invasion chinoise. Oui, bon, les traités, c'est des remparts de papier. C'est des remparts de papier. Non, mais c'est pas ça, Benoît. C'est que s'ils ne respectent pas le traité, ça veut dire que les Américains sont plus la première puissance militairement. Ouais, c'est un vrai challenge. C'est vrai que là. On ne peut pas en réécrire un autre traité parce que tu vois, je veux dire, voilà. Non, mais quoi qu'il change ce traité. C'est le principe des traités, tu sais. Je veux dire, normalement, la Banque centrale n'est pas censée racheter la dette des États. Oui, tu fais un amendement, une astérisque. Je vais juste mettre au clair, les gars, je vote personne, je m'en fous. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec ça. J'en ai strictement rien à foutre. Belle shitstorm, les gars, d'ailleurs. Hein, bravo. Franchement. Écoute, moi, je trouve que c'est South Park, encore une fois, qui a été très précis sur la question et qui résume la problématique d'une élection présidentielle consiste à choisir entre une poire à lavement et un sandwich au caca. Donc, c'est vrai que bon, il y a toujours la même chose. Il y a ceux qui préfèrent la poire à lavement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Puis ça marchera. Enfin bref, c'est une discussion qui m'intéresse pas. Alors. Le sandwich au caca ou la poire au lavement? Oh, les deux. Non, pourtant, ça m'intéresse plus que la politique. C'est pas de vérité. On peut le répéter, par contre, regardez South Park si vous ne regardez pas South Park. C'est quand même trop bon pour être oui. Et donc, moi j'ai une question. Dans une économie de guerre, puisqu'on est dans un move un peu, tu vois, post-apocalyptique, quel serait votre meilleur stablecoin, les amis? Et oui, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Ce soir, c'est un choix de crypto. On est dans un choix de stablecoin parce que c'est la demeure. Je veux dire, c'est la méga crise. Alors, Est-ce que je commence par la technique très risquée mais qui est rigolote? Bien sûr, Adili, toi, tu finiras au front. Toi, tu vas tomber dans les ça, je recommande à personne de le faire. Je recommande à personne de le faire. Mais il y a un des trucs qui peut fonctionner, c'est d'aller sur des paires qui sont pas très. En fait, les micro-caps qui ont peu de liquidité ne bougent pas. Donc, si tu achètes plein de petites tranches sur des micro-caps qui ont peu de liquidité. Qu'est-ce que tu racontes, toi? What the fuck? Il est fou! Non, mais ça, c'était plus une blague. Ah, okay. Non, attends, c'est bien. Mais toi, c'est quoi? C'est un stablecoin vesté? Non. En fait, tu vas sur des micro-caps et vu qu'après, il ne se passe rien en fait sur ces coins-là. Mais il y a toujours 5-10 000 de volume, tu vois. Donc, tu prends plein de petits tickets sur des micro-caps. C'est ça ton économie de guerre. Donc, il pleut des bombes, c'est la merde partout. Et toi, tu vas faire les courses dans les small caps. Non, mais je rigole. Alors, en vrai, qu'est-ce qui est le plus solide? Bon, on enlève les USD collatéralisés de base, on est d'accord. USDT, j'irai pas. USDC, tu vois, ça peut. Non, mais on enlève les US collatéralisés. On est d'accord là-dessus?
Ah, Par contre, on va dans le shitty direct. Allez, c'est parti. non, mais alors, DAI est quand même plutôt robuste et collatéralisé de manière différente. C'est Il y a un des LUST aspects. qui est pas mal aussi. UST est pas mal aussi. Non, LUST, Liquidity. Mais même UST c'est pas mal. Hein. En plus, UST, ils viennent de quand même, Oui, ils viennent quand même de raise un joli billion. Ils sont pas trop mal. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même les trucs qui répliquent l'or. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur ces trucs-là, mais c'est pas mal quand même. Tu t'exposes à moins de volatilité qu'un asset, et c'est quand même pas dégueu en temps de guerre. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pax, il y a Pax Gold, hein, je crois, qui fait de l'or. Ouais, XAUT, il y a Tether qui fait la Il même y a chose aussi. Voltoro qui fait de l'or, qui fait de l'or, qui est dans des coffres à Londres, je crois. Il y a 2-3 trucs comme ça qui permettent d'acheter de l'or avec Bitcoin. Et sinon Frax, moi je pense que c'est solide. Frac. Frax, en plus, ils essaient de se décorréler un peu du dollar direct. Ils ont créé un crypto consommation index en quelque sorte pour essayer de se décorréler de l'index dollar. Donc, on est d'accord que la règle, c'est de partir sur des stablecoins algorithmiques, c'est-à-dire avec un collatéral en crypto, je veux dire qu'il soit décentralisé. Parce que sinon, si tu as un collatéral qui est en fiat, par exemple, stocké dans une banque, il peut facilement être coupé. Tu peux être décollatéralisé. Tu peux être décollatéralisé. Non, mais il y a le problème du whitelist. Je veux dire, USDC, si donc la Russie est ban de SWIFT, par exemple. Les Ricains font tout pour ban les Russes du système financier, de leur système financier. Bah, les gars de la New York License, je pense qu'ils vont devoir essayer de traquer s'il y a des Russes qui utilisent USDC, tu vois. Et Ok, du coup, donc ça c'était un peu. Attends, ça c'était bien. Ça c'était bien. Donc on a des stablecoins. Donc Frax, UST, quelques trucs un peu à l'ancienne. Pourquoi pas du DAI, mais voilà, Moi, je dirais des trucs comme ça. Ok, très bien. Ton protocole le plus anonyme aussi. Résistance à chip résistance. alors il y a Incognito, c'est pas mal. Oh non, Ça, ce truc là où j'avais une mode là à la maison. Ouais, c'est tout petit, mais c'est pas mal en vrai. C'est tout petit, mais le système de bridge est pas trop mal fait. Mais bon, après, l'avantage Incognito, c'est que tu peux avoir différents assets dans le réseau anonyme. Donc ça, c'est un intérêt. Tu peux choisir ton exposition, quoi. Parce que tout ce qui va être Monero, etc., t'es limité à Monero. Non, mais t'es exposé à Monero en étant sur Monero, c'est ça que je veux dire. Bon, mais Monero L'avantage a passé l'épreuve du temps. c'est qu'il réplique les assets, en fait, au sein du réseau anonyme. Je te montre, en fait, ça ressemble à ça. Je crois que le ticker, c'est PRV, c'est ça? Ouais, mais ils sont jamais été listés sur des gros trucs. Même pas du En tout. plus, small cap, ça. Même small cap, forcément. Donc là, on est sur un cas d'étude. Ouais. Non, c'est intéressant. Alors ça, c'est laquelle? Parce que, attends, là, pour moi, le respect de la vie privée, c'est-à-dire que je crois que c'était une punchline de Zcash qui était que la résistance à l'oppression, c'est-à-dire à la censure, sans privacy, était une chimère. En gros, c'est que tu peux pas être résistant à la censure si t'es pas respectueux de la vie privée. Ah, mais de toute façon, pour moi, c'est by design. Ça doit être by design, sinon t'es niqué. Ça, je suis et d'accord. c'est un des plus gros leaks de Bitcoin. C'est un des plus gros leaks de Bitcoin parce que. Et après, il y a quand même Haven Protocol. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui en parle là. Haven Protocol, en plus, je crois t'avoir dédicacé un livre, Benoît, où je le citais. C'est vrai, ça faisait partie de tes prophéties réussies. Il faut quand même. Du coup, là, en plus, au moment où je te l'avais dit, je m'étais pas trompé. 2 mois après, c'était sorti du guet. Et maintenant, ça stagne un peu. De temps en temps, ça revient. Moi aussi, tu vois, parce que j'avais cherché à un moment donné un réseau qui soit privacy oriented et qui soit aussi DeFi friendly. Et c'était Secret qui était sur le réseau Cosmos et qui faisait un petit mélange des deux parce que c'est vrai que la limite de Monero, c'est que c'est un coin de type Bitcoin, c'est-à-dire avec vocation monétaire uniquement, mais pas les surcouches de smart contract et tout ce qui fait la modernité des cryptos aujourd'hui. Donc moi, ouais, je trouve que dans les propositions de valeur, en fait, on a stablecoin, c'est pas mal. Et est-ce qu'on a un stablecoin respectueux de la vie privée, mes amis? Mais c'est ce que je te dis. Havencoin, c'est tout le principe. En gros, tu as des XUSD dessus qui sont des USD cachés. Et sur Incognito, tu peux avoir de l'USDT, de l'USDC. Tu as toutes les cryptos, en fait. C'est une sidechain anonyme qui réplique tous les systèmes, tout ce qui existe ailleurs. En fait, si tu envoies des USDT, un ERC20 sur Aztec Network,
on peut considérer aussi que tu l'as plus ou moins. À partir du moment où il est sur ce layer 2, il est. Mais Aztec, ça tourne? Ouais, je crois. Ouais, il y a 6 millions de TVL ou 10 millions. Je crois que c'est possible de déposer des actifs dessus. Et aussi, un autre truc, si je ne me trompe pas, c'est pas. Non. Railgun, si je dis pas de bêtises. Tu peux partager? Je vous montre un peu, je vous affiche là à l'écran, mais je n'ai pas testé pour le coup. Là, je fais du name dropping. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce que c'est. Donc, Privacy and Ease. Pour être précis, j'ai pas mal testé, mais il y a un an, quoi. Donc, je sais pas ce que ça fait maintenant, mais ça marchait bien en tout cas, il y a un an, quoi. Tu pouvais swapper des assets de manière décentralisée sans Ah bah, tu vois, avoir. voilà, là, on les a tous. Donc, il y a Aztec, dont je vous ai parlé. Il y a Railgun qui se compare, et bien sûr, Ok. la comparaison c'est élogieux. Enfin, voilà, c'est eux qui sont meilleurs sur tous les aspects. Ça, je me méfie un peu des gens qui font des charts comme ça. Parce que souvent, Bah, non, mais les relevés sont orientés. C'est souvent Ah ça. oui, mais bien sûr. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça, c'est un red flag déjà. Parce que Covalent avait fait ça avec The Graph. Oui. C'était d'une malhonnêteté. Cristalline. Bref. Non, sinon, les gars, c'est peut-être le moment d'acheter du Lug. Hein. Ah, le Lug de casino, là, de Tezos. Lug. Bah, le stablecoin euro. Oui, que oui, tu dois, Lug. le stablecoin euro où tu es obligé de donner, je crois, ton KYC à Coinhouse pour pouvoir en obtenir. Quoi. Mais tout va Oui, bien. merci. Alors là, on n'est pas trop dans l'état d'esprit, là. En fait, le truc, c'est que si la Russie utilise les cryptos pour bypass des sanctions, comme par exemple l'exclusion du réseau SWIFT ou j'en sais rien, moi, je pense que ça peut être le truc qui catalyse, qui amorce ce scénario que j'ai toujours en fait. Pour moi, ça va arriver tôt ou tard. USDC va demander des KYC pour les adresses qui ont voilà, plus de 10 000 $, 10 000 USDC déposés dessus. Proof of fund, sinon les fonds sont gelés. Ça, je pense que ça peut arriver dans 12 mois, 18 mois. Mais si jamais la Russie en fait utilise des instruments, des outils comme l'USDC pour faire des rémittances ou échanger de la valeur sans passer par le réseau SWIFT, ça peut être un super motif pour avoir un régulateur américain qui tape à la porte de Circle et qui leur dit il faut trouver une solution afin d'arrêter ça. Toutes les balances qui sont supérieures à tel amount, tu me fais une vérification d'identité, juste histoire un peu de freiner le phénomène. Les Russes pourront toujours utiliser chez des citoyens étrangers pour éventuellement gérer des petits volumes de 1 ou 2 millions, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est typiquement quelque chose qui peut amener ce genre de mesures sur des stablecoins avec une backdoor. J'ai une question. Et est-ce que l'USDC a un pouvoir de freeze? Est-ce qu'il y a un pouvoir de. Est-ce que oui, Circle... oui, total. Okay. Bien sûr. Alors, USDT aussi. USDT aussi. Et là, ça devient sympa parce que parce que ça peut non seulement impacter évidemment les utilisateurs de USDT et USDC, mais quels sont les protocoles défis, tu vois, qui ont dans leur trésor, je veux dire, des montagnes d'USDT et USDC. En fait, finalement, si tu as une TVL qui est constituée de beaucoup de USDC et USDT, tu es finalement fragile aux sanctions qui pourraient tomber dessus. Hier, je faisais un podcast avec Santiago, là, le Punk 9159, je crois que c'est son pseudo sur Twitter, c'était le 2e épisode. Et il disait que ce qui pouvait nous renvoyer 3 ans en arrière dans les cryptos ou nous faire presque échouer, il y avait plus de chances que ce soit en fait un self-fuck-up. Donc, par exemple, je sais pas, un hack sur le contrat du USDC ou une défaillance d'Ethereum lors de sa migration d'Ethereum 1 vers Ethereum 2.0. C'est-à-dire que si les USDC sont compromis ou on n'en sait rien, la DeFi, en fait, c'est une catastrophe. Tu as des dizaines de milliards d'assets, en fait, qui n'ont plus de... Il disait que la thèse la plus probable pour revenir en arrière sur les cryptos, d'échec, c'était... J'ai jamais été pro stablecoin. Hein. Benoît le sait. Moi, je suis... Moi, j'ai toujours été... je préférais quand les paires étaient en nominal BTC, par exemple. Je préférais quand les paires étaient en BTC. Ça me semble logique. T'es un Pierre Rochard, en fait. Hein. Mais pas au dollar. Est-ce que tu mets des chapeaux de cow-boy et tu manges des côtes de bœuf au Texas avec... Non, mais même côté... Bon, on est quand même d'accord que on est quand même d'accord que dans les rares arguments BTC, disons, qui soient à peu près recevables, c'est qu'il y a une volatilité insane dans les cryptos. Donc là, ça swing. C'est-à-dire que ça swing vers le haut. Alors en général, c'est une volatilité qui est montante. Sur le court terme et le long terme. Sur le long terme, non. Oui, mais bon, quand tu es commerçant, ou quand tu es simple épargnant, ou quand tu es retraité, ou quand tu n'es pas dégénéré de la défi. J'aurais préféré que DAI soit le plus gros stablecoin.
tu vois, que USDC, etc. Ouais, mais moi, tu vois, dans ma théorie, c'était que, en fait, il y a un engouement très fort pour les stablecoins, que pour l'instant, les stablecoins qui ont les parts de marché les plus importantes sont l'USDT et l'USDC, qui nourrissent absolument toute la défi Ethereum et autres, et que ces stablecoins qui ont prouvé en fait un product market fit, c'est-à-dire que les gens cherchent un accès à des actifs beaucoup moins volatiles que les cryptos, très liquides, mais sans KYC et non custodian. Tu vois, ça a été prouvé. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, les candidats les plus utilisés, les plus profonds, sont de piètre qualité. C'est l'USDT et l'USDC. Donc, ça met en risque les protocoles qu'ils utilisent. Par contre, à contrario, il y a peut-être, je veux dire, un marché important pour une nouvelle vague de ces cryptos-là qui serait à la fois non censurable, ça c'est cool, parce que effectivement, si tu peux être freeze du jour au lendemain, c'est pas cool. Et surtout, respectueux de la privacy. Parce que si tu n'es que non custodial enfin, et non censurable, mais que tu es parfaitement transparent, en fait, de toute façon, ils viendront te chercher chez toi. Je veux dire, ça viendra, au lieu de bloquer ton compte, ça viendra toquer à ta porte. Mais le résultat sera le même. Et par contre, si on commence à bâtir un univers de finances décentralisées autour de stablecoins qui soit à la fois non censurable, donc non custodial, enfin, à la USDT, USDT, et en plus privacy friendly, là, on va commencer à avoir une finance décentralisée intéressante. Et je pense pas que ces acteurs soient encore bien connus et bien capitalisés. C'est pour ça que tu vois, j'étais allé chercher, moi, de la valeur dans du secret, ou dans, là, je vois un Moi, je suis Chain d'accord avec toi. Hein, et ça n'a pas du tout marché. Et ça non, mais, n'a pas non, du mais je tout suis marché. d'accord avec toi que la privacy devrait revenir tôt ou tard sur le devant de la scène. Je pense qu'elle a été mise de côté parce que, c'est vraiment pas, c'est pas un sujet qui intéresse, en tout cas. Ça, c'est clair. Tu vois ce Oui, que je veux mais dire? jusqu'à ce qu'il te pleuve des obus Voilà, sur la non, mais tronche. Hein. c'est ça, c'est ça. Exactement. Non, non, mais on est d'accord. Mais le problème, c'est. Moi, ce que je trouve le plus problématique, c'est que les protocoles qui existent déjà s'en foutent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ah, ben, on va pas parce que BTC, ça marche. essayer de combler un peu petit à petit, même si c'est pas parfait. Mais par exemple, Ethereum, j'ai l'impression que c'est même pas un sujet qui est sur la table. Enfin, la privacy, elle marche beaucoup by design. Si les trucs qui sont le plus utilisés, ils sont sans privacy. Les réseaux avec privacy vont avoir plein de gruyères en fait à chaque fois qu'on va passer d'un réseau à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est que tout doit être by design à un gros niveau de privacy. Sinon, ça perd son intérêt. Après, tu sais, on retrouve ça dans les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire que les réseaux sociaux les plus utilisés ne sont pas forcément les plus respectueux de leurs utilisateurs. Ce qui laisse poser des questions quant aux utilisateurs. Hein. Ils aiment le sandwich au caca. Hein. On en revient à South Park. Non, mais après, oui, mais alors là, c'est encore un autre problème. C'est celui des gens qui n'utilisent pas Google ou qui sont derrière Tor. En fait, c'est tellement standard que tout le monde utilise Google. Et que personne ne soit derrière un VPN, ou très peu, que les gens qui sont derrière un VPN et derrière Tor sont de facto suspects. Parce qu'en fait, quand tu sais que tu peux pas lire quelqu'un, bah, tu sais que tu peux pas le lire. En fait, avoir quelque chose à cacher ou la volonté de préserver son identité. Ça, c'est tout le problème. C'est pour ça que ça doit être by design. Parce que même si tu as des réseaux privés, tous les gens qui iront vers les réseaux privés, ils seront suspectés par défaut. Et tu te fais un peu ostraciser. Voilà, on te voit comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Et c'est tout à fait normal d'avoir des choses à cacher en fait en société. C'est juste que dans le paradigme actuel, utiliser des solutions qui nous garantissent, par exemple, une navigation plus sûre, ben, c'est vu comme voilà, on a l'intention de cacher je sais pas, les plans d'un attentat dans une gare ou des trucs un peu. Tu sais, moi je réfléchissais à cette problématique du nothing to hide, rien à cacher, tu vois, j'ai rien à cacher. Et en fait, et souvent quand les gens te disent, moi j'ai rien à cacher, ou non mais c'est une connerie, je suis d'accord, c'est une connerie, mais je réfléchissais, tu vois, le point de désaccord. Et en fait, le point de désaccord, souvent quand tu dis j'ai rien à cacher, ça suppose que les gens qui cachent des trucs font des choses malhonnêtes. En réalité, le j'ai rien à cacher, ça dépend de l'observateur. C'est-à-dire que moi j'ai rien à cacher à un moment. D'ailleurs, j'ai rien à cacher en fait à des gens bienveillants. Mais si tu me dis, t'as rien à cacher à quelqu'un qui veut te violer ou à quelqu'un qui veut t'assassiner ou faire des choses comme ça, en fait, ça dépend énormément de la personne qui t'observe. Le j'ai rien à cacher, moi, je vais leur présenter d'autres personnes. Tu vas voir que les j'ai rien à cacher, ils vont être plus discrets.
Et pas parce qu'ils seront criminels ou comme ça. C'est que, en fait, la privacy protège avant tout les gens honnêtes de ceux qui ne le sont pas. Et il y a un renversement de la preuve qui est assez énorme. Total. Et attends, il y a un autre détail qui est hyper important sur le j'ai rien à cacher, c'est que toi, t'as peut-être, à la rigueur, tu n'as peut-être rien à cacher pour ceux qui t'écoutent. Aux gens qui m'aiment. J'ai rien à cacher aux gens qui m'aiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, tu dialogues avec d'autres personnes, en fait. Et ces autres personnes, elles ont peut-être des choses à cacher. C'est-à-dire que non, mais ça, c'est l'anecdote des rhinocéros. Oui, bien sûr. L'anecdote des rhinocéros, elle est hyper simple. C'est-à-dire que les parcs en Afrique, maintenant, beaucoup de parcs safari interdisent l'usage de photos, d'Instagram avec des photos géologues. Parce qu'en fait, les braconniers, ils utilisent les photos géologues pour aller dégommer les animaux après. Donc là, c'est l'exemple parfait pour montrer. Je le prends en Chemla, celui-là, hein, pour Laurent Chemla, le co-créateur de Gandhi. Enfin bref. Et en gros, le truc, c'est que ça montre bien que les rhinos, ils sont pas sur Insta, tu vois. Ils vivent leur meilleure life tranquille, mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas avoir un dommage collatéral du fait de leur privacy exposée par d'autres. Et ça, c'est un truc de malade. Parce que notamment, cette question était beaucoup débattue quand, il y a 3-4 ans, il y avait le sujet sur la surveillance des métadatas via les boîtes noires. Et en gros, le truc, c'est que c'était de dire, les métadatas, c'est déjà trop. C'est-à-dire que oui, c'est pour beaucoup. choper un rhinocéros, il faut juste regarder les métadatas. C'est heure, géologue, tu es dans un safari, a priori tu vas pas prendre en photo une banquise, tu vois. Donc ça va être ça va forcément être des animaux, des trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment un des bons exemples. Et si on le translate à l'humain, c'est quand vous êtes sur Facebook et que vous partagez votre carnet d'adresse en fait à Facebook, même si vos amis sont pas sur Facebook, Facebook les connaît parce qu'il va croiser tous les carnets d'adresse. Donc en fait, la privacy, elle doit être by design. Parce que de base, en effet, quelqu'un qui te veut du mal trouvera toujours quelque chose qui est gênant, même s'il n'y a rien de gênant en soi. Ça, je suis d'accord. Mais en plus, le problème, c'est que toi, parfois, tu ne seras pas exposé, tu n'auras pas de problème, mais tu vas créer de l'exposition pour quelqu'un d'autre, même sans le vouloir. Et c'est ça le problème. Bon, pardon pour... Moi, je suis 100% d'accord. Les métadatas peuvent dire long sur toi, par exemple ton fuseau horaire, ce genre de truc. Dans la quête de qui est Satoshi, on regarde à quelle heure, par exemple, il est publié sur les forums pour essayer de voir un réseau. Ce genre de truc. OXT qui est la plateforme où on peut regarder les différentes heures, etc. C'est vrai que c'est assez criant. Hein. Eux, sur la déduction d'adresse, ils sont pas mauvais. Hein. Tu vois à quel point ils sont forts. Quoi. Moi, sur des vieux comptes, ils linkent en effet mes différents comptes. Hein. Mes différentes adresses Bitcoin, ils linkent. Tu peux nous donner une de tes adresses, Adli, pour qu'on puisse tester l'outil et qu'on vienne chez toi te faire un hug. Pour t'apporter des fleurs. Non, mais prends une random transaction sur blockchain.info et remonte 2-3 fois, tu vas finir par tomber sur un conglomérat. C'est bien sûr que je vais le faire. Je sais que je l'ai testé transaction $804. Hop. Elle est peut-être trop fraîche, non, allez hop là. Alors, Narval, c'est Adli, pas Adil. Et donc là, on a que les lignes de même pool. Ok, attends, non, on va prendre un vieux bloc. Hein. On va prendre un bloc d'il y a 1 heure. Latest blocks, on pool. Allez, celle-là, c'est parti. On va prendre une bonne transaction bien dodue. Ça, c'est ce qu'on aime. Tac, 1,30 BTC. Voyons voir. Est-ce qu'il a associé une personne? Non, là, il n'y a pas une personne. C'est pas associé à une personne. Adresse Rius. Ah non, il y a une adresse Rius quand même de 50%. Ne laissez pas passer grand-chose sur cette adresse. Sinon, il faudrait que tu prennes une adresse de don d'un truc un peu random d'un site. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que même en faisant de la rotation d'adresse et en étant... en faisant de la rotation d'adresse, tu te fais quand même voir potentiellement assez facilement. Quoi. Enfin, pour vraiment cacher des BTC, il faut être très, très vigilant. Ou avoir commencé à les miner. Mais du moment qu'il y a un exchange, un machin, un truc...
C'est un point of failure, c'est ce qui va compromettre en fait ton anonymat, même si tu Le déposes. problème, à mon sens, c'est que c'est devenu un argument pour Bitcoin, quoi. La transparence, par exemple. Enfin, je veux dire, la blockchain a été marketée comme ça en 2017-2018. C'est génial la blockchain parce que c'est transparent. Même si on peut enlever l'obfuscation pardon, sur Monero ou autre en publiant une clé publique étendue et ce genre de choses. Ce qui est génial, c'est qu'on l'utilise un peu à sa convenance, enfin comme ça nous arrange. Hein. Tu as certains politiciens un peu éclairés qui vont te dire que Bitcoin est un outil idéal pour subventionner des activités occultes, qu'il offre des meilleures garanties de privacy pour faire le zouave. Alors que d'un autre côté, si tu maîtrises, enfin voilà, si tu as recours à des outils comme ce Chainalysis, OXT, etc., que tu fais tout le travail d'investigation sur une transaction, tu peux parfois extraire plus d'informations d'un transfert entre, je sais pas moi, une banque étrange au Kyrgyzstan ou au Caïman, j'en sais rien. Je sais pas, enfin, c'est intéressant. Moi, tu vois, je veux dire, souvent, il y a ce fameux Nicolas Dufresne et cette tribune de 170 Tu l'as name drop, hein, il abonnés. va venir te chercher hein, sur Twitter, hein, il va t'envoyer des menaces et tout, tu vas voir. Oui, bon, ben, écoute, j'en serais ravi pour lui, il a du temps à occuper. Et dans les charges qu'il menait, il y avait Il a du justement temps à occuper, il a Emilien à occuper? Non, pas encore. Oh Et là là il y a cette charge contre la privacy. Et en fait, pour moi, ça en dit long face à leurs auteurs parce que et c'est souvent les gens qui ne comprennent pas Bitcoin et les crypto-monnaies, en fait, l'intérêt des cryptos est relatif à ta situation. Et donc, quand tu es dans une situation relativement confortable, en fait, ton intérêt relatif pour les cryptos est faible. Il va se résumer à la spéculation, ce qui est le cas de la plupart des gens qui me regardent et qui peut être notre cas à l'origine. Mais si tu es dans une situation, en fait, d'oppression, c'est pas du tout la même, la même. Et alors, et est-ce que tu vas être content quand tu es Ouïghour en Chine que l'État, qui a des sombres desseins en ta personne, puisse observer, je veux dire, chacune des dépenses que tu fais, chacune des communications que tu as pour venir te chercher et te ponctionner un rein. Franchement, c'est pas super cool. Dans ce cas-là, tu as quand même des raisons très valables de vouloir préserver ta vie privée. Mais le Et pire, en c'est fait, toutes qu'une ces tentative personnes qui ne le maladroite. comprennent pas, elles sont C'est un droit c'est fondamental. tout simplement parce qu'elles ont un présupposé que la personne qui te surveille te surveille avec des intentions bienveillantes. Mais je leur recommande de ne pas mettre de verrou à leur porte, d'ouvrir leur volet et de laisser faire la nature. Et ils verront si tous les gens qui les observent ont des intentions bienveillantes. Et moi, je pense que cette supposition, elle est dangereuse quand même. De penser que les gens qui te surveillent le font pour ton bien, c'est quand même franchement con de penser ça. Et c'est des gens qui, dans leur quotidien, d'ailleurs, n'appliquent pas ça à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire très attention Non, mais à pas dire. c'est le problème de la surveillance, c'est la symétrie. La symétrie, hein, L apostrophe. C'est ce qu'a essayé de rétablir Julian Assange, en fait. C'est juste, il a juste... pas dit, oui, mais ça a bien marché. Mais Julien Assange, c'est un bon. C'est que, en fait, comment dire, la contestation sans l'anonymat mène au martyr. C'est une succession logique. C'est-à-dire que quand tu as un oppresseur qui est plus puissant, en fait, ton seul outil de contestation, ta seule protection, c'est précisément ton anonymat. Quelqu'un qui, de toute façon, a le pouvoir de coercition, le pouvoir légal, il va pas commencer à chercher à répondre à tes arguments. Il va chercher à te faire taire. C'est la première. Je veux dire, si t'as la capacité, je veux dire, de nuire physiquement à la personne, tu cherches rarement à répondre à ses arguments en premier. Ah, l'Open US. Voyons voir ce que ça donne. Ça donne pas grand-chose pour l'instant. Et donc, est-ce qu'il y a des valeurs refuges? Donc, gold, c'est tout? Gold, argent aussi. Hein. Argent en physique, c'est plus pratique que gold parce que tu peux payer avec l'argent. Si tu es dans une situation de vraiment thésaurisation de guerre. En thésaurisation de guerre, il vaut mieux avoir 1 gramme d'argent. 1 gramme d'argent, c'est à peu près 10 balles. Ou c'est 10 grammes d'argent? Non, c'est 1 gramme d'argent, je crois, c'est 10 balles. Donc ça fait une bonne coupure, quoi. Si tu peux acheter 5 baguettes, quoi. T'as déjà vu quelqu'un acheter? Moi, j'ai jamais vu ça dans mon entourage. Les gens accepter l'argent. Non, mais tu le fais pas en temps de paix, entre guillemets, mais en temps de guerre, potentiellement. S'il y a plus de cash, si c'est la merde, les réseaux, etc., j'en sais rien, on sait jamais ce qui peut se passer.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut rapidement qu'on réussisse à être en mesh network le plus rapidement possible en termes de télécommunication. C'est pour ça qu'Helium, je suis bullish. Ah, voilà. Ils ont Ah, levé 200 millions de plus la semaine dernière. Helium, j'en parlais en janvier dernier, les gars. Hein. Vous rigoliez. Ouais. Putain, mais c'est vrai. Putain, a dit le prophète. Et ça avait l'air alors attends, pris de votre point de vue en plus, hein, alors que. ça avait l'air lointain, tu sais, mais c'est comme quand on est le premier de l'an en Russie ou en Ukraine, on trouve que la guerre est lointaine. Et donc Helium avait l'air lointain. Il m'avait l'air lointain, en effet. Oui. Attends, je suis en train de regarder le cours. Putain, il s'est Avec apprécié STX, l'enfoiré. STX, le Chili est pas mal aussi. J'avais lu un papier de Delphi qui était un peu regardé, ce papier qui était très c'était très bullish en fait sur cet actif-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas de concurrents sérieux. Enfin, il y a IOTA, mais ça ne marche pas. Puis dans ce secteur de l'IoT, les mesh networks, etc., il n'y a pas grand monde. Attends, et dans les métriques réseau, leur réseau s'est étendu? Hein, parce que le prix, c'est une chose, hein, mais est-ce que effectivement, Oui. En fait, le nombre de hotspots augmente en permanence. Il est même difficile d'avoir un hotspot et ça continue de couvrir de plus en plus de zones. Et il semblerait qu'il y a de vrais use cases, une activité réelle qui utilise ce mesh network-là dans le monde de l'IoT. Je n'ai pas vérifié ça rigoureusement, mais je n'entends que du bien. Des gens construisent avec. Mais aussi, le réseau qui s'arrête le plus souvent sur mes salariés entreprises, pour lequel je reçois le plus de notifications critiques, c'est Helium. Toutes les 2 semaines, le truc tombe en panne. Ah merde. Mais bon, ça c'est normal. On est dans la crypto, ça fait 10 ans que ça existe. C'est un truc un peu exotique. Voilà quoi. Il ramasse. C'est normal. Ouais. Mais il y a ce côté, en tout cas, je pense que il n'y a pas 20 000 libertés pour moi. Il y a la liberté économique. Le Bitcoin l'apporte plus ou moins, avec une certaine neutralité, etc. Je parle de liberté, pas celle de vivre économiquement, hein. Donc, pas le fait d'avoir, mais le moyen de transmission. Je parle juste des réseaux, quoi. Donc, les réseaux qui permettent une liberté, c'est les réseaux de communication. Là, on n'est pas du tout bien, parce que c'est clairement, il y a clairement plein d'acteurs, etc. sur les réseaux de communication. On n'a pas de mesh network réel. On est vraiment dépendant de gros acteurs, d'antennes relais, de machins, de trucs. Le troisième truc, c'est l'énergie. Ah. Et ça, pareil, pour l'instant, on n'a pas vraiment de décentralisation de l'énergie. Donc, pour moi, c'est les deux autres trucs qui manquent. Et le quatrième, ça, c'est ma petite spéciale, c'est l'identité. Tu as besoin d'un système d'identité décentralisé pour avoir des jurés et des jurés décentralisés. Tu vois ce que fait Kleros. C'est important d'avoir une justice. Ouais, mais bon, à un moment donné, c'est prononcer la sanction, c'est une chose, mais il faut bien l'appliquer derrière. Qui va donner le coup de bâton? Ah non, mais dans le cadre d'un smart contract, il n'y a pas de bâton. C'est juste que l'argent, il va d'un côté ou de l'autre. C'est une carotte alors. On donne des coups de carotte. Donc clairement, je pense que tant que de toute façon, c'est le point faible des cryptos, à mon sens, c'est les télécommunications et l'énergie. Les deux, c'est des trucs ultra centralisés. Oh, les télécommunications, franchement, tu vois, sur le réseau Bitcoin, en fait, il a déjà été envoyé il y a déjà des transactions qui ont été faites par onde radio, par Internet, par satellite. Je sais bien, le talk de Nick Szabo, je l'ai vu de mes yeux quand il disait en cas de nouvelle guerre froide, il faut qu'on puisse transmettre des BTC par la radio. Ok. Oui. Bon, pour mais ça a l'instant, déjà été fait, hein. J'ai déjà vu il y a le satellite de Blockstream et tout ça. Blockstream, oui, bien sûr. C'est pas émettre juste 2-3 TX avec un émetteur radio bidouillé qui va permettre de sauver le monde, tu vois. Il faudrait plus avoir Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait un Internet vraiment résilient, hein, des télécommunications vraiment résilients et de l'énergie vraiment résilient à potentiellement la centralisation et l'oppression. Ouais. Okay. Donc, en fait, tout est une question d'infrastructure. Vraiment, le nerf de la guerre, c'est les infrastructures. Avec Bitcoin, on crée des infrastructures, en fait. Pour moi, les cryptos sont des infrastructures. Mais pour l'instant, les 3 pans manquants, c'est ceux-là, quoi. C'est pendant la guerre qu'on avance en cryptographie, etc. Aussi, oui, sur l'anatomie aussi. Mais les recherches sur le cerveau ont bien progressé pendant la guerre. Hein. Mais je pense que... Bon, ça c'est autre chose. Oui, mais il faut voir à quel prix. Ces gens-là, ils ont fini en Argentine, ils ont mal terminé. Enfin, on avance sur plein de... Ouais. Écoute, hein, on a fait
quelques stablecoins, quelques protocoles de privacy, un peu de mesh network, je veux dire, pour communiquer. Donc, ça, c'était sur une des problématiques d'Advi. Sur l'énergie, peut-être, est-ce que tu as une piste, Advi? Bah non, sur l'énergie, ça passe par du hardware. Donc là, c'est encore plus du hardware que Helium, quoi, je veux dire. Mais il y a les pistes, il y avait les tuiles de Elon Musk qui étaient une bonne piste, par exemple. Les tuiles solaires. Je la connais. Je la connais pas, d'accord. Les tuiles solaires, c'est vrai que si tout le monde a des tuiles solaires, tu as des petits toits qui produisent de l'énergie un peu partout. D'accord. Les tuiles solaires, je trouvais ça pas mal, moi, comme principe. Après, je pense que je sais pas ce que ça vaut en termes de longévité de la tuile, etc. Si c'est un. Je peux pas, j'ai pas évalué la tech dans ces profondeurs. Mais c'est clair que si tu as plein de producteurs d'électricité, bon, ben, tu peux faire un marché décentralisé d'électricité. Intéressant les tuiles, là. Je vais regarder un peu plus. Il y a une question sur les exchanges décentralisés. Là aussi, je suis d'accord parce que effectivement, en fait, si tu regardes par où vont frapper les régulateurs enflammés, toujours pour notre bien, hein, c'est-à-dire que ils imposent des KYC et des réglementations contraignantes visant à t'identifier, à t'indemniser au niveau des gateways, des portes. Et la plupart des portes, c'est les places de marché. Donc, c'est sûr que c'est un nœud en mer d'une place de marché centralisée dans laquelle tu laisses à la fois tes capitaux et des informations sensibles, autant d'identité que de métadata d'ailleurs, hein, on l'a dit. Et quelles seraient les places de marché décentralisées les plus efficaces, hein. Franchement, moi j'adore pour les stablecoins, Curve, franchement, c'est la référence, hein, c'est multi-chain, c'est extrêmement profond, il y a très peu de spread, donc pour stablecoin, c'est Curve sans l'once d'un doute. T'as Sushi qui est pas mal en multi-chain, qui est pas mal. Et après, c'est souvent par blockchain, hein. Enfin, t'as souvent un leader par blockchain, hein. Donc, Trader Joe sur Avalanche, hein, PancakeSwap sur BNB, Uniswap et SushiSwap sur Ethereum. Est-ce que vous avez... Ah, et toi, Samy, là, un petit Osmosis, là. Oh, Ah, Osmosis. je suis à fond sur Osmosis là, en ce moment. Sur Cosmos, C'est un des c'est le réseau rares Cosmos. jetons que j'achète activement là depuis les dernières semaines. C'est toi qui le fais pumper? Non, je pense pas que j'ai suffisamment avoir suffisamment d'impact sur la Non, paire. c'est une blague parce qu'il crache comme tout le monde. Non, mais j'ai envie de lancer un nœud la semaine prochaine. Pour le monter dans le top 100, Alors, il faut des actuel, finances. enfin, 700 000 ou 600 000 dollars. Et je pense que c'est plus qu'un simple AMM, comme beaucoup de gens voient Osmosis. C'est une compagnie qui fait de la technologie, qui permet des swaps entre différentes chaînes. Ils construisent des protocoles intéressants comme le Superfluid Staking, qui permet d'avoir en fait des assets sur deux chaînes, sur deux zones Cosmos différentes, avoir ces assets qui sont stakés sur ces blockchains, donc qui assurent la sécurité de ces blockchains, tout en préservant en fait la liquidité de ces jetons-là. Et donc faire des swaps avec des achètes qui existent avec des actifs qui existent sur deux chaînes différentes. Je trouve que ça, c'est un game changer, c'est pas trop médiatisé. J'ai envie d'en parler, ouais. C'est pas mal. Je pense que ça peut marcher. Tu as la liquidité, en plus, tu assures la sécurité d'une blockchain. Osmosis. Et il y a un consensus sur Cosmos, les gens ne vont pas sur SafeChain, enfin ils y vont, mais la plupart des gens ont l'air de lancer leur pool en fait sur Osmosis. L'expérience utilisateur est très bonne, l'interface est bonne, la team est bonne, il n'y a pas eu d'incident de sécurité. Les APR sont excellents aussi, d'où l'intérêt de lancer un nœud, parce qu'il y a une inflation très forte au début. Tu es à 100% APR, là ça a dû tomber à 50 ou 60. C'est pas dégueulasse dans un marché qui baisse. Ouais. C'est bon, si le marché baisse de. Non, mais il va continuer de baisser. Moi, je me suis en train de me faire ouvrir, mais avec le sourire. C'est pas grave. Voilà. Et on peut le dire parce qu'on voit souvent Samy, il a quand même, sur les lives, il fait des efforts, mais Samy est quelqu'un qui ne sourit pas. Certainement pas quand il perd de l'argent. Ça, normalement. Non, je souris dans les calls Je rigole. Un peu, enfin un peu. Non, mais bon, c'est pas drôle. Il suffit qu'il y ait 2-3 éléments un peu dérangeants dans la journée, sachant que le dérangement peut arriver assez rapidement. La claim. Non, mais t'as bien raison. C'est vrai que quand on discutait hier, j'étais pas. Dès que tu actives le mode claim, Samy, c'est pas bon.
Alors, Kepler est génial, USDT Osmo. Vous êtes en guerre froide avec Amy ou quoi? Pas du tout. Amy, de temps en temps, c'est comme Adli en fait, hein, on fait des C'est émissions dimanche. dimanche. Cerise sur le gâteau. Cerise confite. Et vous nous feriez un petit tour des pépitas. Donc toi, Adli, je veux dire, parce que c'est une phrase de Nicolas Nassim Taleb, il faut pas demander aux gens ce qu'ils pensent de quelque chose, il faut demander ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Tu Ouais. vois? Donc, ce qui est plus efficace. Mais moi, le problème, c'est que j'ai pas mal de trucs qui sont pas divulgables encore dans mon portefeuille, quoi. Oh, Ah. voilà, ça c'est pratique. Et donc, il y en a qui n'ont pas respecté cet embargo, je pense, sur certains jetons. On les connaît. Justement. J'ai plus d'alpaca. Il y a quelqu'un qui me demande si j'ai de l'alpaca. Ça, c'est mon Vietnam, Ça alpaca. sauté Je tout le monde. l'adorais. Non, t'as fait sauter le Vietnam, Benoît? Oui, j'ai plus d'alpaca, mais j'ai craqué, hein. De toute façon, ils m'ont tordu, hein. Je veux dire, j'avais pas les moyens de conserver ce bourbier, hein. D'ailleurs, je le vois là, voilà, ils se font massacrer. Mais alors là, je suis plus précisément le projet, mais je l'ai suivi vraiment pendant longtemps. Je trouve qu'ils développent super bien. Ils avaient une belle communication, ils étaient réactifs, leurs produits étaient efficaces, ils avaient des beaux volumes d'utilisation. Enfin, toutes mes métriques étaient dans le vert. À un détail près. À un détail près, c'est le prix qui, lui, n'a fait que s'effondrer. Et je pense que c'est tout simplement le fait qu'ils étaient pieds et poings liés avec cette putain de blockchain BNB qui n'était plus du tout à la mode et qu'il y avait d'autres. Donc, ils étaient sans doute sur un mauvais pan de marché. Ceci dit, tout le reste, je le trouvais cool, quoi. Et Donc, c'est toi, mon Vietnam. t'as des stablecoins, t'as des. Alors, j'essaie mais je n'ai pas assez, hein. Je rejoins à ce que tu disais en début d'émission. Buy the dip, buy the dip. Oui, mais avec quoi, bande de cons? C'est Dubaï de bien dip, beau. là. Il va falloir rentrer. Ah non, non, moi je buy pas le dip, je suis dedans, je suis dans le dip, et à chaque fois que ça dip plus bas, ben, je suis là, moi. C'est vrai qu'il y a quelqu'un Donc, qui parle de Face Temple. Je crois que j'en ai du Temple DAO, ça. Mais je suis pas rentré au bon moment. Ah, J'ai aussi du Butterfly d'ailleurs, hein, de Redacted Cartel, je crois. Je suis allé dans ces chiteries. tu choisis les meilleurs protocoles pour déployer ton capital et ça, j'aime bien. Non, mais tu sais, c'est une question de. C'est les odds, Samy. Moi, j'aime mais c'est bien vrai. aller là où les odds sont un peu shot, tu vois. Sinon, c'est. Ah, putain, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. À un moment, il faut. Moi, j'ai de la variance hein, que j'assume. Hein. S'il y a bien un truc, je fais comme ça. Hein, donc, c'est le jeu. J'aime bien. donc moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est l'économie du bribering, c'est-à-dire le pot de vin à la donc curve convexe et tout ce qui va faire du bribering dans d'autres grands protocoles. Ah, mais c'est Donc ça, là, je sais qu'il y a- Moi, Butterfly, j'aimais bien aussi avant la crypto, c'était un secteur qui me plaisait bien. Butterfly Redacted Cartel, c'est exactement ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Avec un mix OHM. Donc, c'était un peu pour. J'avoue que c'était un peu pervers de rentrer dedans. Mais c'était trop tentant. Et attends, qu'est-ce qu'il y avait? Mais sinon, voilà, moi, grande passion pour Cosmos qui ne marche pas. Donc non, j'ai fait très Comment bon ça? début d'année Cosmos qui ne marche pas? Ah, économiquement, tu veux dire le prix? Ah oui, price not going up. économiquement, Oui, mais oui, grande oui. passion pour Cosmos et l'écosystème Cosmos. Hein. Qu'est-ce que Non, j'ai mais ils fait? sont techniquement supérieurs. On va se dire la vérité. Enfin, je pense, je peux me tromper, mais. Je sais pas si on peut dire techniquement supérieur, Samy. Je dirais plus qu'ils sont. Moi, comme toi, je Ouais. préfère cette architecture à celle de Polkadot. Mais je sais pas Disons si. que si. Mais je sais pas s'ils sont techniquement. Enfin, je sais pas si c'est le bon. Non, Mais en fait, Aldi, c'est le mauvais terme. Ils sont plus avancés dans leur roadmap de produits qui sont prêts à Ah, être utilisés non, mais par des utilisateurs normaux. C'est juste le ça. produit est meilleur. Le produit est meilleur. chers amis, au lieu de faire un débat d'experts et de se D'ailleurs, le précipiter au wallet de drame, Polkadot, quelle horreur. moi je Oh vous. là 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 là. Comment? Le wallet de Polkadot, je crois que je l'ai utilisé une ou Ah deux oui, fois. oui, il est Polka affreux, JS, il est affreux. il Non, mais est attends, nul à chier. sur Cosmos, moi, l'exemple que j'ai, c'est-à-dire que Il y si a tu Talisman regardes, après. quels sont, plutôt que de, tu vois, moi je regarde de façon empirique, quelle est la technologie que les exchanges utilisent quand ils veulent lancer une blockchain? Tu vois, pour moi, c'est quand même, C'est Cosmos c'est des mecs. SDK. En fait, tu Ben, c'est regardes que le je nombre me de. indiqué quasiment à 100%. Donc, soit ils sont pas particulièrement incompétents, les gens qui ont créé les plus gros exchanges du monde. Donc, il y a quand même une preuve, voilà, pour moi, c'est une preuve forte. Ouais, en fait, c'est pas Money Talks, mais si, en fait, c'est juste ça. Les gens choisissent cette solution. Il y a un consensus
La majorité des entreprises qui veulent bootstrap une blockchain passent par Cosmos SDK et Tendermint pour le consensus. Je ne connais pas beaucoup de blockchains construites avec Substrate. Je connais Ternoa, Staffy, Kusama et Polkadot, d'accord. Après, Konomi, non, même pas, c'est une parachain. Enfin, non. Et les frais à l'entrée, enfin, avoir une enfin, c'est pas, je sais pas, il y a... C'est peut-être aussi parce que ça coûte cher d'avoir quelqu'un qui maîtrise leurs outils pour déployer la blockchain. Il doit y avoir une pénurie de développeurs qui, je sais pas beaucoup de gens dessus. Cosmos, la liste est longue. Tu regardes le top 100, un tiers, Ah oui. c'est Cosmos. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que Cosmos. Après, là, bon, les Le L2. problème, c'est que la fondation, elle ne vend pas des jetons en OTC à des fonds qui vont faire plein de marketing après. Enfin, elles ne vont pas avec un discount. C'est pas assez centralisé. C'est bien d'avoir une supply centralisée, ça te permet de faire de parce que tu nous fais l'apologie de la privacy et après tu fais l'apologie de la centralisation. Vraiment... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut jeter du coq à l'âne. Mais quand tu regardes, mais moi, écoute, je veux dire, à poursuivre cette philosophie libertarienne et résistance à la censure, je prends que des bouillons dans les coins, tu vois. Et je regarde qui c'est qui vont faire les pumps les plus cosmiques. Il n'y a rien de tel qu'un bon vieux coin centralisé où 80% de la supply est détenue par un seul acteur qui ne vend pas et qui fait du buyback et qui rachète. Bon, après, évidemment, on vit avec une épée de Damoclès, hein, mais c'est-à-dire que voilà. Mais au moins, ça crée des bonnes sensations. Non, les L2, ça va être fou. C'est parce que je crois comprendre la stratégie des L2. Non, mais je comprenais pas pourquoi ils mettent autant de temps à sortir leur coin, etc. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, je pense, il y en a dont j'ai quasi la certitude, c'est qu'ils pumpent le prix de leur cours en private market. Parce que comme ça, ils sortent avec des FDV qui sont immenses et les incentives à la liquidité sur le L2 vont être colossales et vont pouvoir tenir longtemps. Parce que si ton protocole il vaut très cher, tu vas pouvoir filer des tokens pendant longtemps aux gens tout en ayant des bons APY. Et ça change donner tout. Du grain. Il faut donner du grain. Tu fais diminuer tes frais de marketing finalement en prenant sur ta supply qui, elle, grandit en valeur, alors que finalement, ce que tu vas devoir donner pour attirer les investisseurs reste le même. Tu vois ce que je veux dire ? Sparkware va jouer cette carte, mais les autres, AléoHQ, ZK-Sync, etc., sûrement. Peut-être. Tu vois, Optimism, ceux-là, la Arbitrum, Optimism, oui, non, ils font round sur round avec des FDV qui doivent être à 10 chiffres aujourd'hui. Je pense que l'idée, c'est vraiment de gonfler les FDV. Comme ça réduit le nombre de tokens en nominal que tu dois donner pour avoir un bon incentive. C'est quand même génial de lever 200 millions pour rechercher les optimistic roll-up avec une team de 20 personnes. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est génial de créer une monnaie. Hein. D'ailleurs, les banques centrales l'ont bien compris. Hein. Il va falloir s'y mettre, les gars. Ah là là. Bah, non, mais ça a du sens. C'est comme ça que tu sécurises ton protocole, etc. Quelqu'un demande, c'est pas temporaire cette stratégie car les API tombent, les users changent de L2. Bah, imagine, tu as combien ? Tu as une FDV de 10 milliards à ta sortie. Tu consacres 10% en incentive. C'est-à-dire que tu donnes 1 milliard. C'est-à-dire déjà que tu peux apporter 10 milliards de LTV sur ton protocole, à 10% de API. Attention, 1 milliard, c'est 1 milliard la valeur va varier selon le contexte de marché, selon le prix. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, si tes derniers investisseurs sont entrés très haut, le truc ne va pas s'écrouler. Regarde Paraswap, le cours des tokens. Oui, mais il est pas, non, parce que je peux pas, les prix de Paraswap, à mon sens, sont pas publics. Je sais pas s'ils sont publics, mais ceux des sales qui ont été annoncés, c'est la FDV, elle est toujours en dessous. Alors, oui, personne n'est perdant. C'est rare que ça descende énormément en dessous d'un des derniers prix. Ce bon vieux PSP. Non, il se défend bien, PSP. Ça va, hein, pour les investisseurs. Oui, il se défend bien, oui. Si t'es rentré Day One, Benoît, c'est pas très bien, ça c'est clair. Non, heureusement. Moi, j'ai eu cette belle idée tellement j'avais fait une thèse, la thèse de la comparaison avec un produit similaire. Vous savez, vous prenez un 1-inch, vous regardez les métriques, les volumes sur les différentes chaînes, etc. Et vous sortez un ratio entre les deux market cap, les deux FDV, et vous vous dites « Ah, il est underpriced, je dois en acheter. »
En plus, la gouvernance est géniale sur Paraswap. Il y a plein de propositions, Ouais, elles sont intelligibles, elles sont c'est sympathiques. vivant. C'est un super protocole. Mounir, il est très fort, la team, elle est très forte. Mais j'en ai acheté et je les ai stakés. Je pense qu'ils ont En un fait, mauvais. j'ai investi, j'en avais déjà, mais et en plus, j'en ai acheté. J'en ai acheté au second Mais ça, c'est le market. beau J'en geste, ai acheté ça. pas mal. Et je les ai stakés, mon gars. Mais ça, Pour c'est le beau choper geste. Bah ouais. Et le truc, il a été divisé par 2 en 10 jours. Parce que ça aurait pu être divisé par Ça, c'est 10. un crack. Ça, c'est un crack. On en parlait là en début d'émission. Ça, c'est. Ça, c'est un crack. Et quand t'es staké, en plus, t'es staké. Il y avait le unbonding time, etc. Tu regardes, hein, tu contentes. Mais après, sur ta méthode, en tout cas, moi, je la trouve pas délirante. C'est-à-dire d'essayer de valoriser quelque chose comparativement à son concurrent et à sa valeur de marché. Et Ça je marche pas comprends pas pourquoi toujours. Il ça faut marche vraiment pas. se calmer Et avec ça. non. Hein. C'est dangereux, ça. Clairement, PSP est underpricé, hein, si tu le fais, en tout cas sur Paraswap actuel. Ah bah oui. Ben oui, oui. Oui. Mais je pense qu'ils Alpaca ont. aussi. Alpaca aussi. Hein. Attends, ils ont le Alpaca. pire time to market. Ils sont sortis le jour de l'ATH du crypto total. Ah, mais là, Évidemment. ah là, non, non. Je crois que l'airdrop, il a lieu le jour de l'ATH du crypto total ou pas très loin, qui était fin novembre. Donc bon, tu te mets des petites. Ça aide pas quoi pour un bon début. Après, c'est toujours bien de print un cours un peu haut au départ parce que sur un truc sérieux, il est souvent redépassé. Quoi. Si tu regardes. Sur tous les launchs, le launch de Avax, ça dump, tu vois. Ça a monté, ça a dump, et après, ça a redépassé son cours. Parce que tous les trucs sérieux. Pardon? Si tu veux, non, Benoît voulait dire quelque chose. Non, je me faisais la réflexion, Samy, que cette année, je crois en 2022, tu n'as pas fait ton portfolio crypto comme tu avais fait en 2021. En fait, parce que c'est un contenu que je. Enfin, moi, en fait, non. En fait, si vous regardez les lives du dimanche, vous pouvez avoir une idée de quels sont. Je le dis parfois, quels sont les jetons que j'ai dans mon portefeuille, quels sont les projets sur lesquels je suis optimiste, comment s'impliquer dessus. Mais faire un truc en mode le top, machin, j'ai fait le meilleur moyen d'avoir des problèmes. Ouais, en fait, c'est un contenu. Surtout en beer market. Et j'ai pas envie, en fait. Un top des tokens des dégringolades dans le top 10. Tous ceux qui sont dans le chat, ceux qui regardent les émissions savent. Tout l'alpha, il y a tout l'alpha dans tes émissions. Ton alpha, en tout cas. Ah, je vois que Zoro Will me relance sur les tokenomics d'Alpaca. Mais oui, je sais, l'inflation d'Alpaca a baissé. Le burn, à un moment, il burnait plus qu'il ne crée de jetons. Donc, je supposais que ce serait de nature à soutenir les prix. Et encore une fois, je me suis trompé. Donc. Ah là là. C'est vrai qu'Alpaca. Mais j'y reviendrai peut-être. Hein. J'ai pas forcément dit mon dernier mot sur lui. Hein. Non, mais Alpaca, pour vous raconter quand même, c'était le truc qui était rouge dans le portefeuille de Benoît quand tout était vert. Donc, il a surnommé ça le Vietnam parce que bon, c'est une épreuve. C'est une épreuve où on perd des hommes et finalement, on n'a pas de. Les conclusions sont rarement bonnes. Et c'est vrai que je me souviens, pendant une longue période quand même, à chaque fois que tu checkais ton folio, tu avais du vert, mais Alpaca était toujours rouge. Mais je me suis fait tondre par un lama. Hein. Les mecs, c'est pas. Non, mais tu m'as niqué 2 fois avec ton call Alpaca. 2 fois. 2 fois. Bunny, j'en ai jamais eu longtemps, ni beaucoup. Hein. Non, Alpaca, 2 fois. Tu m'as eu 2 fois avec Alpaca. Mais non, mais là, il faut recommencer. Hein. Là, ça va bientôt être bon, je pense. Non, mais la première thèse, ça s'est bien passé parce qu'au début, j'étais en x2, en x3. Et j'aimais bien en plus. Oui, mais parfois, la thèse qui accompagnait la suggestion était bonne. Tu sais. Hein. Et j'ai renforcé à la TH en me disant, OK, he's right, we're on the way to $10. Et là, l'expérience, elle a changé. Le vrai crash s'est produit. Et la seconde fois, tu m'as sorti la thèse du burn, je crois. L'émission du jeton, un truc comme ça. Il y avait plus de burn que d'émissions. De buyback que d'émissions, je ne sais plus. Il y a une nouvelle thèse dans le chat. La thèse est le lancement fantôme. Là, il faut y aller une 3e fois. Ça. Ah oui, oui. Mais n'empêche, je suis d'accord avec cette thèse, il me paraît parfaitement pertinente, parce que moi, pendant que je voyais ma net worth fund, je cherchais des raisons à ça, et j'ai tout, et le bouc émissaire, je l'ai mis sur la BSC, tu vois, je me suis dit que ça tout venait de cet écosystème trop restreint. Elle a fait quoi la BSC d'ailleurs?
Mais elle était bien, hein. C'était longtemps supérieur à 1 milliard. Et surtout, tu avais donc une belle TVL. Ensuite, tu avais des volumes importants. Alors, par contre, j'ai eu un raisonnement intéressant avec les fondateurs de Swissborg qui disaient que dans les KPI, donc on regarde tous bêtement la TVL. C'est-à-dire qu'on regarde, ah oui, il y a 1 milliard, Non, mais il y a 2 milliards. il faut la regarder dans le jeton natif, la TVL déjà. Faut pas la regarder en dollars. Oui, alors, il y a ce genre de subtilité. Mais c'est surtout, en fait, c'est sur combien de wallets elle est répartie. Parce que si on fait un raisonnement à l'extrême, c'est-à-dire que s'il y a S'il un y a tonton milliard. qui pump un peu la TVL, ça va vite. Si disons que s'il y a 1 milliard de TVL, et que c'est une seule personne qui l'a mise dessus, tu vois, le lendemain, elle peut partir, il y a zéro. Et donc, ça va vite de 1 milliard à zéro, tu vois. Et alors que si, alternativement, il y a 1 milliard de personnes qui ont déposé $1, là, ce milliard, en fait, de TVL n'a pas du tout la même valeur s'il est déposé par 1 milliard de personnes ou s'il est déposé par une seule. Et ça, c'est des choses que personne ne regarde, évidemment. Ce qui permet d'avoir une petite surprise le matin en se levant et en voyant que la TVL a été Depuis le divisée par 1er deux. mai, il n'y a rien qui se passe sur la TVL BSC. La thèse de la TVL, c'est de la grosse merde, de loin. Mais il y a le volume ensuite. Il n'y avait pas que la TVL, il y avait le volume. Oui, Il y avait non, mais d'excellents. tous les trucs toutes les cases étaient cochées. On était dans le vert partout. Triple A, ce protocole est une gemme, mesdames et messieurs. Mais aussi la malédiction d'être sur la BSC exclusivement. Et ça c'est le lait. Ça peut être posé. Je sais pas. L'appréciation d'un jeton, finalement, c'est. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Je regarde un peu le top 100 là. Mais vas-y, partage-le. Vous voulez? Mais pour Adi, il faut que tu ailles dans le top 500. Sinon, faut que tu lui donnes de la matière. Hein. Le top 100, c'est trop couru, c'est trop mainstream, ça. On a de toute façon. Alors, hop. Je viens de voir ton message, Oli. T'inquiète. C'est pas ferme, mais. Oui, mais moi, je te comprends. Je tarde. Attends, je vais juste. Quelqu'un a surfé le Léo Pump? Quelqu'un a eu cette vision ou pas? Non, en ce qui me concerne. Quand il y a eu l'annonce du Finex, etc. Je n'ai pas du tout surfé. En tout cas, c'est un prix. Le prix est très bien défendu. Malgré la liquidité curieusement faible sur ce jeton, ouais, Mais ça rejoint la deuxième théorie d'Adli. Hein. Miser sur les faibles liquidités, ça. Pas en temps de crise. Miser dans un coin très profond. Faible liquidité et faible market cap. Sinon, ça marche pas. Oui. Mais activité. Il faut qu'il y ait les devs continuent de commit, etc. Tu vois, c'est les projets qui n'arrivent pas à trouver leur succès, tu vois, mais qui ont de l'activité, qui ont une petite communauté, des devs qui commit, etc. Qui peuvent faire de grandes choses. Après, bon, ça reste un truc très digène, hein, comme c'était une idée marrante. Qu'est-ce qu'il y a comme Tu nous ferais défiler ça, Sabi? C'est vrai que c'est en weekly, il y a des trucs sauvages. C'est laid. Mais il y a quelques crashs, selon vos propres termes. Oui, c'est un crash. Ouais. Ah, mais là, il y a eu un crack sans. Ah, ouais, là, c'est un crack. Et sur CoinGecko, on peut pas mettre le pourcentage depuis la TH sur la page? C'est Messari plutôt, ouais. Parce que ça, c'est assez intéressant quand même. Parce que je crois que Uniswap, ils sont à moins 80% par exemple. Donc, il y a plein de gens qui disent oui, on n'est pas du tout au bear market. Bon, si tu prends les depuis la TH, on est bien à moins 50. J'ai reçu un grant de Mina et il a pris moins 20%, c'est bien. Voilà. C'est hier. Voilà. Pocket Network. Oh, bon, je vais. Ah, hop là, hop, tac. Olympus. Marinade Staked Sol. Ah, ça c'est. Et là, ça marine. Convex, là, $17, bordel, je l'avais pas vu. C'est une opportunité d'achat. Hein. By the dip. Hein. Moonbeam à $2. Moonbeam à $2, voilà. C'est pas mal, franchement. Hein. Moins 61% en 7 jours. Ouais. Voilà. Tout tu vois, le time to market, finalement, tout simplement. Ah là là, et pourtant j'aime beaucoup ce projet, la team elle est géniale. Non mais sans deck. Ça c'est des courbes qu'on aime. Ça, c'est des courbes. Alors je sais pas là, j'aurais du mal à dire la trend. Ça c'est un time to market. Bah, c'est comme PSP, hein. C'est mauvais time to market. Si tu mets PSP, c'est la même courbe, je pense. Mais ils l'ont lancé quand? Bah, vas-y, mets PSP. Ils l'ont mis. Je crois que c'est vraiment genre. PSP, je pense qu'on va chialer de rire. On va chialer de rire. Voilà, on est sur la même courbe quasiment.
C'est harmonieux. Hein. Alors, ouais, non, là, c'est. Oh, Voilà, non. c'est parfait. Hein. Là, il n'y a pas de surprise. Et le lancement, c'était, ouais, c'est ça, le regard 29 novembre, donc ça devait être quelques jours avant. Et je crois que la TH du Crypto Total, il est Après, juste. Mark Zeller s'est intéressé à AAV du temps où c'était Headland, et Headland avait commencé par perdre 99% de sa valeur. Hein. Ah oui, C'est... non, mais alors, Benoît, là, tu prêches un converti. Moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de projets qui vont faire 2 ans de mou avant de trouver leur marché. Mais comme Chainlink, ça a fait l'enfer pendant des années. Regarde Chainlink, mets Chainlink, Samy, mais c'est vraiment, le Chainlink, c'est l'exemple parfait du coin qui a mis un temps fou pour émerger. Mais après, quand il est revenu fort. Hein. Parce que Chainlink, si tu mets le max, Ah, voilà. Max, oui. Regarde ce désert de 2 ou 3 ans, je crois. Bah, tous les coins étaient dans ce désert. Hein. Excuse-moi, c'est pas le meilleur performeur de l'histoire non plus. Je sais pas ce que t'en penses. Chainlink, tu rigoles? Link, renseigne-toi. Hein. Non, Link, Il a- c'était il a- très long, gars. Bon, là, il a 30 Tu dois pas centimes. avoir assez de data. Link, il a fait un truc de taré. Hein. Ouais, Il a ouais. fait x100. Il a fait x100, guys. Ça me Ouais, semble. mais il a fait x100 avant les autres. Hein. Ouais. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, Link, je m'étais dit qu'il allait être plus smart, qu'il allait flipper Bitcoin. Oui, Hein. c'était le 16. Non, mais c'était pendant le DeFi Summer. Il a eu une appréciation qui était assez. Mais non, il a fait x8 depuis le crash Covid, x6. Ouais. Ouais, mais il a fait son petit désert, tu vois. Ah, tu peux prendre quasiment n'importe quel coin, c'est la même. Ah Vas-y. oui, je pense que c'est un bon candidat. Voilà. Hein, puis voilà. Ah, Polygon, il m'a fait un grand plaisir, lui. Là c'est assez méchant. Hein. Il a fait x300. Hein, Là, si c'est on- sérieux. Ouais, non, mais Polygon, il a fait méga désert aussi, hein, je suis d'accord avec toi. Et là, c'est plutôt même ouais, non, dans le Et son c'était bottom. et c'était pas easy de miser sur Polygon hein, à l'époque. Bah, dans les Layer 2, enfin, tu vois, dans les alternatives à la BSC, un des premiers qui soit sorti, c'est lui. Ouais, mais non, mais avant, je parle. Là, on est bien avant. On est en 19. En 19, c'est dur de rentrer sur. Ouais, mais sa Oui. pump cosmique est relativement tardive. Après, t'as le. Parce que à l'époque, c'était plus Le NISO, on peut- Bloom Network qui avait le vent en poupe plus que Polygon. Pardon. Ah, Niso. Ça, Ça, c'est un coin qui se défend. Voilà, Là, mais ça, justement, c'est ce que je te dis. Ça, c'est stablecoin, ces trucs-là. Tu vois, faible liquidité, faible market cap, les gens continuent de dev. Du coup, ça fait encéphalogramme plat avec de temps en temps des petits. C'est une superbe store value, Adrien. Ça fait partie des recos les plus exotiques qui m'ont été donnés d'entendre, et ça, j'apprécie, tu vois. Il se passe beaucoup de choses sur Exchange. Il y a plein de boutons. NFT Box. Wow. Ah, ça, c'est. Ouais. Chinois. Chinois, ils aiment quand il y a plein de boutons dans l'UX. Ça, c'est assez raciste. Hein. Non, mais c'est vrai. La culture asiatique, il y a une culture asiatique de l'UX qui est totalement différente. Je sais, non, mais absolument rien de. Alors. Écoutez, moi j'ai passé un très bon moment, je vais aussi devoir y aller. Mais moi aussi, ça. C'est en live si vous voulez. Parfait. Messieurs, c'était un plaisir. Comme d'habitude, merci. Plaisir partagé. Encore une fois, honoré d'être invité à tes côtés, vraiment. Sympa. Non, je suis très heureux. Tu es le bienvenu sur toutes les futures émissions. Comme d'habitude. Merci aux abonnés, à ceux qui ont pris les abonnements pendant l'émission, aux personnes dans le chat. Vous êtes aussi génial. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Voilà. Et s'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec vos affaires de politique, etc. Moi, j'ai capitulé il y a longtemps, les amis. Hein. C'est terminé, tout ça. Je ne vous veux pas de mal. Hein. Votre candidat préféré ou autre, ça me passe par-dessus la tête. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille sur les réseaux. Et voilà, prenez soin de vous. Et on est assez chanceux quand même. On n'est pas en Ukraine en ce moment. On n'est pas en Russie. Ouh là là. Non, Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Oui, toi aussi, Benoît, prends soin de toi. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci.